acolytes, Jean-Philippe Viseux, David Mongeau, qui sont de nouveau avec moi. On avait eu des petits problèmes de connexion la dernière fois suite à longueur de réseau, choses comme ça. On tenait quand même à finir un petit peu cette table ouverte qu'on avait commencé ensemble, cette petite présentation au sujet du foot et du jeune footballeur entre autres. On va repartir un petit peu de là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire au niveau de la partie de David. Donc voilà, on repart avec toi, Dav, on remonte le plan en place et puis on repart avec toi, Dav, tout de suite. Ok, bonjour. Donc, comme on avait vu la dernière fois, donc toute l'approche scientifique avec Jean-Philippe, et puis ensemble, on avait fait un petit peu le point rapide sur au sein du club dans lequel j'évolue, le rôle du pédicure en pro et centre de formation, et puis le rôle du podologue au sein du centre de formation avec les objectifs à moyen terme à mettre en place. Et on avait fait un petit peu, commencé à mettre en place un petit peu l'aspect du rôle du podologue auprès de l'effectif des professionnels avec je vous avais expliqué tout ce qu'on mettait en place sur la saison et on avait commencé à parler de la semaine type du groupe professionnel. Donc globalement, je reviens pas sur la semaine. On s'était arrêté un petit peu à ma présence au sein du club sur la semaine. Donc je vais juste finir avec ça. Donc je sais pas si vous aviez pu entendre ce que j'avais dit la dernière fois, mais normalement, moi j'interviens à la réunion médicale le lundi matin pour faire le point suite aux blessés de longue durée et les petits bobos post-match de la semaine précédente. Après, le jeudi matin, si besoin, sur la réunion technique et médicale, en prévision du match du vendredi et samedi. Sur les suivis des joueurs, les vendredis, match à domicile, je vois les joueurs le vendredi matin quand ils sont en phase de repos. Et sur les matchs à l'extérieur, je ne vois que les joueurs qui sont disponibles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas partis au match, c'est-à-dire la plupart du temps, pardon, les blessés. Après, j'interviens le mardi midi et le jeudi midi dans la pause déjeuner pour faire une partie que je vais vous expliquer après qui s'appelle le suivi neurotracker avec les joueurs qui ont été définis en début de saison ou en cours de saison qui ont besoin de travailler sur cet aspect-là. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer exactement mon rôle et ce qu'on a mis en place, nous, au sein de notre club au niveau podologique. Donc voilà, donc en gros, début de saison, la première chose qu'on nous demande, c'est de faire un bilan. Donc, comme je vous avais expliqué, on met en place un bilan sur plusieurs points particuliers. Donc, il y a un bilan médical, bilan kinésithérapeutique, bilan ostéopathique, bilan nutritionnel, un bilan sur le Cybex, donc en isocinétisme, et puis un bilan podologique et postural. Donc le bilan podologique et postural, c'est moi qui le fais, bien entendu. Donc du coup, ce bilan-là, il se fait en plusieurs points. Donc un premier point classique, bilan podologique comme je l'appelle classique, qui est bilan un petit peu qu'on apprend un petit peu à l'école de façon très rudimentaire, c'est-à-dire analyse en décharge des amplitudes articulaires, analyse en charge de la position du pied, le fameux valgus calcanéen, un petit peu la mécanique globale statique, enfin que j'appelle statique, mais surtout unipodale, et puis test d'élasticité musculaire et test contre-test de force musculaire entre les antagonistes et puis côté un petit peu droite et gauche. Voilà. Je sais pas si je m'exprime bien, mais bon, globalement, c'est un petit peu ça. Après, ça, c'est la petite prise en main rapide du joueur pour voir un petit peu où il en est. Souvent, c'est des joueurs que je suis depuis quelques saisons, donc on a déjà les points de départ sur les années précédentes. Et après, on passe au bilan postural à proprement parler. Alors, le bilan postural, c'est surtout donc un bilan qui est effectué avec l'appui d'une plateforme qui, pour l'instant, de mon côté, n'est qu'une plateforme de baropodométrie.
pas de plateforme stabilométrique pour l'instant. Et puis analyse globale des entrées posturales et des troubles qui peuvent être retrouvés, avec dans la possibilité essayer de faire une hiérarchisation des entrées dysfonctionnelles. L'objectif de cette hiérarchisation, c'est d'essayer d'identifier quelle est la cause primaire qu'il faudrait qu'on arrive à refonctionnaliser pour voir après si ça permet de relâcher les autres, de relancer les autres, ou s'il faut retravailler sur d'autres schémas. Comme j'avais dit lors de la précédente petite vidéo, le médecin au club est très friand de la posturo, mais très friand de des entrées visuelles et vestibulaires. Donc, globalement, je m'attarde sur tout, mais ce qui est souvent mis en place en premier temps, c'est le suivi de la sphère oculomotrice. Donc, en fonction de ce bilan podologique et de ce bilan postural, j'ai pu identifier des chaînes musculaires qui sont plus ou moins fonctionnelles, donc soit complètement dysfonctionnelles, soit un petit peu moins efficaces. Et à partir de là, en fonction du ressenti et de l'analyse, je vais un peu plus loin avec des recherches de réflexes archaïques qui ne pourraient ne pas être intégrés ou mal intégrés ou trop présents selon ces chaînes-là. C'est-à-dire que je ne fais pas un bilan de réflexes archaïques à proprement parler. Ça pourrait être intéressant, sauf que on manque de temps. Il faut savoir que, en gros, on a 3 jours pour faire les bilans globaux de tout l'effectif, c'est-à-dire sur une saison normale à peu près entre 25 et 28 joueurs. Et comme vous l'expliquez, il y a 7 pôles de bilan à mettre en place. Donc, un joueur, quand il vient le matin, il repart le soir en ayant vu tout le monde. Des fois, même, c'est que sur une demi-journée. Il faut qu'en 3 jours, on ait réussi à voir tout le monde. Donc, c'est assez dense. Et c'est pour ça que le bilan de réflexe archaïque n'est pas complètement mis en place dans son intégralité. À partir de là, on passe, moi, comme je profite du fait d'avoir le joueur dans mes mains en zone d'analyse, qui est une petite pièce à part pour être tranquille, pour faire un testing de préférence motrice. Alors, le testing, c'est vraiment un testing analytique. C'est ce qui me permet de dégrossir un petit peu la sphère des préférences motrices. Je suis pas du tout friand de ceux qui disent je te teste une fois et je t'identifie comme un profil moteur particulier. Pour moi, la réponse que le joueur va me donner au moment où je vais le tester, ça va être une réponse unique et à ce moment-là, et après identifier quel est son profil qu'il m'a présenté, si on est sur son premier, deuxième, troisième ou quatrième profil de sa dynamique motrice. C'est par la suite que ça va me permettre de l'identifier quand on va passer à l'analyse terrain et au suivi du joueur sur la saison. Mais au moins, on a déjà un bon dégrossissage de comment il fonctionne. Puis après, on passe à la dynamique. Donc, on fait une analyse de la marche du joueur sur tapis de course. Alors, en fait, on fait une analyse dans un premier temps de la marche visuelle dans un grand couloir. Puis après, je le passe sur tapis pour voir ce que ça donne sur tapis, parce qu'après, on me demande de le faire courir sur tapis et d'analyser un petit peu ses amplitudes. Donc, attendez, je vais essayer de vous passer la slide d'après pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop. Donc, en gros, voilà. Donc, vous voyez au début, donc la photo qui est au milieu, c'est le protocole d'analyse classique posturale avec une analyse statique en posturo-statique sur plateforme avec un petit logiciel sympathique et gratuit. Ça, c'est plutôt sympa. Avec l'analyse. Et après, on passe à l'analyse dynamique avec appui vidéo, quantification pour essayer de voir un petit peu comment ça, d'avoir en fait des bases. Ils aiment bien les bases de contrôle de tout ça, donc les angulations et tout. Et puis après, on passe sur le terrain. Donc, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette partie-là, parce que c'est bien beau de voir le joueur courir sur un tapis. Mais
je travaille pas avec des runners et puis ils seront jamais sur un tapis. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'après de comparer un petit peu ce que ça donne sur le terrain avec leurs chaussures de running et puis sur le terrain avec leurs crampons. Parce que il peut y avoir un conflit avec la chaussure, il peut y avoir des problématiques entre les chaussures qui leur sont données par leurs fournisseurs et les terrains sur lesquels on va jouer, des choses comme ça. Donc, on essaie de dégrossir un petit peu tout ça pour analyser le plus de choses possible, même si je m'appuie beaucoup sur les connaissances de mon ami Gauthier ici présent, sur les connaissances de la chaussure, parce que, comme je l'ai dit la première fois, moi je suis issu du monde du hand, et le crampon, quand je les enfile, moi pour aller sur le terrain, j'ai l'impression de mettre des chaussures d'escalade tellement je suis mal dedans. Donc, et j'ai pas assez de connaissances en ce milieu jusqu'à maintenant pour pouvoir, quand je dis connaissances, c'est des appuis extérieurs pour avoir des chaussures gratuites pour pouvoir les décortiquer et voir un petit peu qu'est-ce qu'elles ont dans le vent. Mais bon, donc voilà, donc après, appui sur le terrain, appui vidéo, testing analytique. En même temps, je regarde en plus de la course. Donc après, c'est plus vraiment de l'analyse à proprement parler du joueur, c'est-à-dire qu'après, je profite des entraînements des joueurs qui vont se dérouler sur les 2 jours qui suivent sur la semaine pour venir en présence en bord de terrain avec l'accord du staff technique pour filmer un petit peu les attitudes des joueurs que j'ai vus en bilan. Si jamais je les ai pas tous vus, je le referai après pour les autres. Pour voir un petit peu comment ils se comportent sur le terrain, comment ils se comportent avec le ballon, donc l'analyse de leur frappe, donc tout type de frappe, hein, pas forcément les frappes sur coup franc, ça peut être aussi des mises en place de jeu, le contrôle de la balle, comment ils s'orientent, pour pouvoir affiner un petit peu mon avis sur la motricité préférentielle du joueur. Même si, comme le répète assez régulièrement Damien Della Santa, spécialiste foot au niveau des préférences motrices, la motricité du joueur n'est identifiable la plupart du temps principalement que en match, là où ça va très très vite et il est obligé de prendre une décision rapide. C'est-à-dire que globalement, à haut niveau, tous les joueurs sont capables d'effectuer un geste de frappe aussi bien en mode terrien, aérien, horizontal, vertical, tout ce que vous voulez. Parce que il y a pas l'intensité, il y a pas la vitesse, il y a pas tout ça et vous pouvez demander à un joueur de faire tout et n'importe quoi à ce niveau-là, il est capable de le faire. Par contre, après, quand on le voit en intensité de match, là, ça switch un petit peu et c'est là que c'est comme je vous disais tout à l'heure que le testing initial, c'est sympa, mais ça permet pas d'identifier. Enfin, moi, j'aime pas les termes d'identification, mais ça me permet pas d'avoir un avis réellement défini sur son profil préférentiel, quoi. Que je dégrossis au fur et à mesure du temps et souvent je suis à peu près capable de dire quelle est la motricité profil primaire du joueur aux alentours de septembre-octobre quand on a commencé la saison. Voilà. Et puis une fois que tout ça est effectué, je fais un bilan complet que j'envoie au médecin et qui déroule sur un plan de traitement global qui va être identifié sur un plan en 3 parties, un plan à court terme, c'est-à-dire s'il y a besoin de faire des examens complémentaires. Je sais pas, imaginons que le joueur a une entrée dysfonctionnelle au niveau de son système oculomoteur. Donc on est allé un petit peu plus loin dans le test. On a fait un test avec le cache-œil, on a fait un test de convergence oculaire, on a fait un test avec le Maddox, on a un petit peu dégrossi pour voir. Et puis, alors, en fonction de ça, on va se dire, c'est plus de l'ordre de l'ophtalmique ou plus de l'ordre de l'orthoptiste. Donc, moi, j'ai pas la prétention de dire, faut l'envoyer chez l'un ou chez l'autre. Donc, la plupart du temps, quand j'ai une entrée qui est vraiment dysfonctionnelle et qui est en entrée primaire, c'est-à-dire que il n'y a pas d'action d'une autre sphère qui induit la dysfonction de l'entrée oculaire, je conseille de rediriger vers une orthoptiste avec qui on travaille, qui est l'orthoptiste avec qui je travaille au sein de mon cabinet libéral.
Et elle revoit les joueurs pour faire un bilan orthoptique et faire un dégrossissage de bilan ophtalmique pour et éventuellement renvoyer le joueur après chez un ophtalmo pour mettre en place des lunettes ou, ou des lentilles ou autre, quoi. Et puis, je vais essayer de changer de slide. Alors, je vous entends pas, les gars. Hein. J'ai l'impression d'être tout seul dans mon petit monde, là. Hop. Tac. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé le programme de reprogrammation posturale. Je ne sais pas trop si c'est ce terme-là, mais moi, je l'aime bien. En gros, c'est tout ce qu'on va éventuellement mettre en place sur la saison pour le joueur, en sachant que l'objectif, je vous l'ai mis en plein dans le centre, ça reste et ça ne restera que le terrain. Si j'ai une chose que j'ai bien compris et que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre au début, mais qu'on m'a répété maintes et maintes fois, aussi bien dans mon cabinet en tant que podologue, je suis là pour essayer de soigner mon patient et essayer de trouver une solution pour qu'il guérisse. Aussi bien au sein d'un club professionnel, l'objectif c'est que le joueur joue. C'est-à-dire que on va pas forcément mettre en place quelque chose qui pourrait faire en sorte que le joueur aille mieux dans sa vie de tous les jours si ça peut nuire au terrain. Alors que globalement, un joueur qui est bien, qui est performant, qui n'a pas des blessures récurrentes, est un joueur qui est identifié, sain, même si j'ai moi tendance à penser que c'est pas parce que le joueur il est performant qu'il ne pourra pas l'être plus. C'est pas parce que le joueur n'a pas des blessures récurrentes qu'il ne pourra pas être qui pourra pas être amélioré entre guillemets. C'est pas parce que voilà il arrive à compenser que faut pas l'aider. Malheureusement, on est sur du travail à court terme la plupart du temps et donc c'est toujours le terrain qui prévaut surtout. C'est-à-dire, voilà, comme je disais, est-ce que le joueur il est disponible ou pas? Et l'objectif, c'est qu'il soit disponible et le plus souvent disponible. Donc à partir de là, on identifie des choses, donc comme je disais, donc comme vous voyez, donc éventuellement un appui en orthopsie, éventuellement des mises en place de traitements à base de semelles orthopédiques, donc semelles orthopédiques proprioceptives s'il y a un trouble postural d'entrée plantaire, ou des semelles orthopédiques thermoformées mécaniques si on n'est que sur un trouble mécanique pas, le valgum ou autre trouble particulier, ou un mix des deux. J'aime bien le mix des deux, partir sur une base moulée et mettre un petit peu des éléments de stimulation posturale. On s'appuie aussi sur des bilans dentaires s'il y a besoin, si on est tombé sur quelque chose à ce niveau-là. Alors souvent, c'est quand le joueur a déjà des plaintes au niveau de la sphère buccale et que il a des problèmes de céphalée de tension ou autre matinale, enfin dès qu'il y a quelque chose devant, parce que les kinés avec qui on a l'habitude de travailler sont pas fans d'aller systématiquement travailler sur le système dentaire alors que le joueur a pas trop de problèmes. On a eu il y a quelques temps quelqu'un qui faisait ça systématiquement et apparemment ça n'a pas été très, très apprécié. En tous les cas, voilà, ils ont un bilan dentaire, mais il n'y a pas de travail dessus si, toujours pareil, le joueur ne présente pas de problème en lien avec le terrain. Mise en place suivi nutritionnel du joueur sur la semaine avec des explications au niveau de sa nutrition, des compléments alimentaires et une alimentation de jour de match, pré-match, pendant le match et post-match. Et puis plan de préparation physique ou autre en partenariat avec le préparateur physique. Et puis donc la petite photo que vous voyez en bas à gauche, ça c'est le neurotracker. C'est ce que je vous disais tout à l'heure qu'on met en place le mardi et le jeudi. L'objectif du neurotracker, c'est de permettre aux joueurs
comment je pourrais, pour essayer de faire le plus simple possible et pas me tromper, de prendre en considération un maximum d'informations qui ne sont pas forcément sur son champ visuel direct, mais qui peuvent être dans son champ visuel périphérique, et qui, au fur et à mesure du temps, va être capable, sans y réfléchir, d'analyser si cette information est primordiale sur le mouvement qu'il va vouloir faire ou si elle est secondaire et qu'il va pouvoir ne pas l'utiliser. En gros, le principe est simple, il est sur il voit une boîte avec 8 balles de tennis, 4 balles de tennis vont s'allumer en rouge, puis s'éteindre, et les 8 balles vont se mettre à bouger dans tous les sens dans la boîte pendant, je crois que c'est 10 secondes, et au bout des 10 secondes, il va y avoir les 8 balles qui vont être numérotées. Il va falloir qu'il retrouve, enfin qu'il identifie les 4 balles qui s'étaient illuminées en rouge au début, et s'il a bon, la vitesse augmente. S'il a faux, la vitesse diminue. L'objectif, toujours pareil, comme je vous disais, plus la vitesse va aller vite, plus ça voudra dire que le joueur est capable d'analyser et d'anticiper la trajectoire des balles sans forcément la voir. C'est assez impressionnant quand on le voit. Moi, je sais que du coup, je fais les séances avec eux parce que c'est moi qui est en place sur l'ordinateur. Il y a des fois, je suis complètement incapable d'analyser comment il a fait pour voir ça, et on se rend compte, enfin, je me rends compte depuis 2 ans qu'on met ça en place, que les joueurs qui évoluent au milieu de terrain et les attaquants sont capables d'avoir des ratios avec des chiffres très élevés. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une possibilité d'analyse de leur champ visuel périphérique très élevé. Donc c'est intéressant parce qu'en même temps, ça peut permettre de travailler avec les blessés et de continuer de leur faire travailler un petit peu toute cette action cognitive et visuelle, même sans le ballon, même si on peut aussi éventuellement faire un travail avec le ballon. Et puis ce que vous voyez au milieu, ça c'est tout nouveau, ça a été mis en place il y a quelques mois au club, c'est de la stimulation visio-motrice. C'est-à-dire que le joueur a en face de lui une ligne de chiffres. Donc là, je n'ai pas mis les chiffres, j'ai mis les couleurs ou de couleurs. Et chaque couleur a une identité de mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, il va devoir lire de bas en haut et il va voir, par exemple, sur la première ligne, bleu, rouge, vert, jaune, bleu, et ainsi de suite. Donc, il va devoir aller toucher le plot bleu, toucher le plot rouge, toucher le plot vert, toucher le plot jaune, et ainsi de suite. Mais souvent, on a en même temps associé à ça dans la case la couleur notée. Sauf que, là, vous pouvez pas le voir, mais par exemple, dans la case bleue, il est noté vert. Donc, le joueur ne doit pas dire ce qu'il voit, mais ce qu'il lit. C'est-à-dire qu'il voit le bleu, il doit dire vert, c'est-à-dire ce qu'il lit, et en même temps, après, aller toucher le plot bleu. Il fait donc 3 actions à faire. Et donc, ce qui est marrant, c'est que du coup, tous les joueurs sont entre guillemets chronométrés, ce qui permet de mettre un petit peu en place des petits concours entre eux, et ça, ils sont quand même assez friands. Voilà, donc ça, c'est un petit peu tout ce qui est mis en place globalement. Je sais plus où j'en suis. Oui, il faut que je change de diapositive. JP, tu voulais intervenir? Est-ce que tu m'entends, David? Ça y est, je t'entends. Ah, super, super. Oui, en fait, il y a plein de choses parce que tu as la chance effectivement de faire un bilan qui est extrêmement riche et que je trouve extrêmement complet. Je pense pas qu'on soit bien nombreux à pouvoir mettre en place tout ce que toi t'as mis en place. Voilà. Après, au niveau chronologique, j'avais une remarque déjà oui. Par rapport à ton examen dynamique. Est-ce que c'est un moment où tu as déjà dans la tête quelque part ton plan d'appareillage et du coup, est-ce que ça va te permettre de faire un examen dynamique sans et avec déjà, ou est-ce que tu peux le faire après parce que tu as la chance effectivement d'intervenir assez souvent parce que moi, effectivement, je trouve que c'est le moment où on peut le plus démontrer quelque part aux kinésithérapeutes, aux médecins, ce que l'on fait, quelle est l'action immédiate de nos stimulations. Alors,
Dans l'idéal, c'est vrai que j'aimerais bien que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que globalement, moi, ce que j'aimerais, c'est que j'ai avec moi le joueur entre 45 minutes et 1 heure pour pouvoir analyser pendant le bilan euh, mes testings d'éléments et les réponses que j'ai des éléments. Sauf que on n'arrive jamais à le mettre en place. C'est très très compliqué. Une fois, c'était quand? Je crois que c'était la saison 2014-2015 ou 2013-2014, donc il y a très longtemps. On avait eu l'autorisation par le staff technique d'avoir les joueurs uniquement avec nous pendant 3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours, les joueurs, donc on a à Troyes, on a un institut de médecine du sport que d'ailleurs qui est très bien connu par Cyril Gindre parce qu'il a je crois qu'il a fait sa thèse ici. Et on avait donc au sein de cette cellule-là tout un système qui permettait d'analyser les joueurs et les joueurs étaient à notre disposition tout le temps. C'est-à-dire qu'il était à la disposition du staff médical pendant 3 jours. Il faisait rien d'autre. Sauf que c'est arrivé qu'une saison. C'est-à-dire que depuis, même si le médecin se bat pour obtenir ça, on a toujours un impératif de temps qui fait que on a un groupe de joueurs avec nous le matin. Pendant que ce groupe de joueurs est avec nous le matin, l'autre groupe de joueurs est en train de faire de la prépa. Il est déjà sur le terrain. Et inversement l'après-midi. C'est-à-dire que souvent, je dois avoir 8 joueurs en 3 heures le matin et à peu près 8 ou 10 joueurs en 4 heures, 4 heures et demie l'après-midi. Donc j'ai souvent entre 20 et 30 minutes les joueurs. Donc, les joueurs que je suis depuis longtemps, que j'ai vus depuis 2 ans, 3 ans, bah, c'est souvent les joueurs qui passent sur 20 minutes parce qu'en fin de compte, on fait que le suivi du joueur. Les autres, j'essaie de faire 30, 35 minutes, mais j'ai pas le temps de tout faire. Donc, en gros, là, pendant mon bilan de début de saison, c'est que du bilan. C'est que de l'analyse, que de l'analyse, que de l'analyse. Je teste à aucun moment, je teste les réponses que je vais apporter d'un point de vue thérapeutique. Et après, une fois que ce bilan-là a conclu que tel joueur pourrait avoir besoin de semelle orthopédique, si on me dit OK, à ce moment-là, je revois le joueur, soit dans mon cabinet s'il a le temps, soit dans le club, et on fait des testings. Donc on fait des testings sur plateforme et testings sur terrain, sur l'analyse sur tapis ou sur le terrain directement avec ses chaussures. Après, mais les deux en même temps, malheureusement, non. Tu as un avantage, je parle pour moi, hein, par rapport à ma pratique, puisque moi je les reçois en dehors, hein, toujours. Bon, ça m'est arrivé, bien sûr, de faire les bilans in situ et de pouvoir tester les sportifs, les footballeurs ou footballeuses sur le terrain. Moi, il y a la question du suivi aussi. C'est vrai que au niveau postural, au niveau de notre analyse posturale, sur le moment, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut tester. Les éléments, ça se teste très facilement. Et c'est vrai qu'on avait eu cette discussion en off. Tester des éléments sur une plateforme, pour moi, ça se teste que en stabilométrie. C'est-à-dire qu'il n'y a que en stabilométrie, pas sur une plateforme de baropodométrie, que tu vas pouvoir tester les éléments et savoir quel est l'effet sur son contrôle postural. En dynamique, moi, il y a une technologie que j'aime beaucoup qui sont les capteurs inertiels, type RunScribe, qui sont assez accessibles, mais il en existe d'autres, hein, bien entendu, qui permettent aussi de voir si ce qu'on a choisi et qui a l'air de fonctionner sur le contrôle postural va fonctionner ensuite sur le terrain avec l'interface des chaussures crampons, avec ce qu'on aura choisi comme type de base, comme type de recouvrement, etc. Et là, on est plus dans une sorte de validation. Ce qui va être intéressant, toi, je pense que tu as vraiment l'occasion de le faire. Moi, j'ai une déperdition des gens en suivi à 1 mois ou 2 mois qui est énorme, parce que quand moi ça arrive, je trouve que c'est génial. Quand j'arrive à voir les gens, même si ça va bien, au bout de 4 à 6 semaines, non seulement j'ai des résultats au niveau du contrôle postural, donc je peux envoyer au staff un comparatif entre J0 et 4 à 6 semaines, où ils voient que effectivement le contrôle postural est meilleur sur 2 jambes, sur une jambe. Et en dynamique, je compare les 2 dynamiques, avec et sans. Et si toi, en plus, tu as l'occasion de le faire sur le terrain, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'on va voir peut-être des asymétries que tu auras réussi à lever au niveau des paramètres spatio-temporels. On va voir avec ces capteurs inertiels une belle objectivation des ondes de choc. Donc savoir si avec tes semelles, tu as réussi à diminuer cela. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir à J0 comme à J30 ou autre. Et ça, moi, je trouve que là-dessus, quand toi, tu es vraiment dans un staff,
c'est un avantage énorme de pouvoir avoir les joueurs sur le terrain et d'avoir éventuellement un suivi à 4 ou 6 semaines qui se fait systématiquement. Parce que c'est ça qui vraiment permet de valider ce que tu as fait. Je te rejoins sur le côté testing préférence motrice. Les fondateurs le disent eux-mêmes, hein, Bertrand Terolaz, Ralph Hippolyte disent qu'il leur faut plusieurs semaines. Ils savent très bien tester. Après, ils ont l'œil du maquignon. C'est des gens qui ont une telle expérience clinique qu'ils se trompent rarement. Mais nous qui sommes débutants, parfois, on a besoin de plus de temps, comme tu dis. Mais même eux, pour valider un profil, parce qu'on sait qu'effectivement, en fonction du stress, en fonction de la douleur, on va naviguer entre, allez, on va dire 4 grands profils. On a besoin de plusieurs semaines, ça c'est évident. Dire au premier testing, je sais que ça c'est tout ce qu'il a, toutes les composantes, je connais toutes ses composantes préférentielles. Là, c'est de la grande vantardise pour moi. Ouais, et le problème c'est que, sans vouloir rentrer dans les débats politiques, malheureusement, c'est un petit peu ce qu'on vend aux praticiens aujourd'hui. C'est on va vous montrer comment tester quelqu'un pour l'identifier dans son profil moteur préférentiel. Il y a trop de facteurs dépendants. Surtout dans le foot, qui est un sport qui est multifactoriel au niveau des facteurs de stress. Effectivement, on peut énormément les tester, mais justement, on va retrouver tellement, tu t'en parlais, notamment JP, mais la variabilité interindividuelle et même des fois interindividuelle et au moment T, c'est hyper complexe. Je rebondis là-dessus. Tu parlais de septembre. Moi, je pense que l'intersaison est un bon moment. Il faut le faire plusieurs fois. Dans l'intersaison, pouvoir le faire au début, c'est-à-dire avant toute la préparation physique et après toute cette préparation physique, déjà, c'est super intéressant. Ah oui, non, mais de toute façon, faut même le faire après tout le temps. Ouais, bien sûr, faut le faire même tout le temps. C'est-à-dire qu'il faudrait le faire même en saison. Il faudrait qu'on arrive à le faire avant prépa physique, enfin avant saison estivale, juste au retour des vacances. Donc on va à peu près, en général, il y a les pros attaquent au mois de juin. Après prépa physique, donc début de saison, il faudrait même le refaire pendant la première phase, à la coupure entre guillemets de trêve hivernale pendant les fêtes, début de reprépa. Enfin, tu vois, si on veut vraiment être optimal, c'est des phases de tests perpétuels pour avoir des chiffres les plus précis possibles. Après chaque blessure. Après chaque blessure également, ça faut intégrer les blessures, de faire des tableaux comparatifs des blessures longue durée et courte durée comme les épidémios qui ont déjà été faites. C'est des choses en staff qui sont déjà en place. C'est des grosses banques de données, mais après, comme dit David, et là-dessus tous les trois on est complètement d'accord. Enfin, au niveau du monde professionnel aujourd'hui, c'est là où c'est hyper compliqué parce qu'on a malheureusement trop peu la main mise alors que on a des vertus au niveau des chiffres, des banques de données à pouvoir donner comme infos qui sont extraordinaires, quoi. Le suivi est ce qui nous amènera le plus de vérité derrière. Exactement. Plus notre suivi sera complet, riche et avec une belle fréquence, et plus les vérités derrière sont meilleures. Ça, c'est même une des vérités de préparation physique, hein. Tous les préparateurs physiques le diront, ça sert à rien de préparer si on ne sait pas pourquoi on le fait. D'où le nombre de tests qu'on fait perpétuellement. C'est pour pouvoir établir la meilleure stratégie et au niveau du groupe et aussi au niveau interindividuel par rapport à cette variabilité interindividuelle dont tu parlais, JP, la dernière fois. Et c'est là où je rejoins David avec tous les tests que tu fais. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais toi, tu utilises des neurotrackers. Nous utilisons encore même dans une gestuelle et de vision périphérique, on en a parlé, ces fameuses lumières, où effectivement on établit différentes stratégies au niveau de ces lumières, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire une lumière random qui correspond à un geste technique, ou alors est-ce qu'il faut qu'il fasse son geste technique tout en observant une certaine lumière alors qu'il y en a 8 autres qui apparaissent en même temps. Enfin, on est sur des énormes capacités visuelles. Moi, ça m'est arrivé de faire un travail avec certains joueurs et du moins même certains gardiens de but où ils avaient 4 couleurs différentes qui correspondaient à 4 gestes techniques et 4 couleurs parasites qu'il fallait surtout pas qu'ils touchent, et avec 4 lumières qui apparaissaient en même temps. Et il y avait une lumière qui travaillait sur un des gestes techniques, les 3 autres elles étaient parasites, et il fallait qu'ils se rendent
vers cette structure lumineuse. Et ça, c'est quantifiable en plus. L'avantage, c'est qu'en plus de ça, c'est quantifiable. On arrive très très vite à gérer la vitesse de détection lumineuse, gérer la qualité de la détection lumineuse, si c'était la bonne couleur ou pas, et même, gérer plein de paramètres comme ça qui correspondent en fait à ce que tu as évoqué toi, JP, la dernière fois sur la vitesse oculomotrice, et c'est super important. Et en fait, on retombe un petit peu sur ces appâts dont on parlait la dernière fois, cette capacité à anticiper un petit peu l'action, se stabiliser pour pouvoir anticiper les actions, quoi. Après, le neurotracker, c'est vraiment un outil vraiment très spécifique sur la rééducation visuomotrice avec toute la dimension cognitive, justement. Tu le dis très bien, c'est tout l'aspect cognition qui intervient dedans. Donc, ça a été utilisé en France, c'est arrivé dans le rugby. Maintenant, comme tu dis, Gauthier, ils y ont vu une très grande utilité pour les gardiens, évidemment, puisque c'est vraiment la recherche de performance là, pour le gardien au niveau de cette compréhension cognitivo-visio-motrice qui est importante. Au départ, c'était énormément validé dans la littérature auprès du football américain. Ouais. Quand vous allez rechercher de la littérature sur les neurotrackers, c'est vraiment ce sport où ça a été énormément éprouvé. Mais on est vraiment sur une sphère, attention, il faut pas faire un raccourci avec ce que j'ai dit à la première partie, parce que j'étais dans le contrôle postural, et dans la préparation à l'action, effectivement. Et après, c'est dans l'action. Là, les objets comme les neurotrackers, les préparations qui sont faites avec les Fitlight, mais pour ne citer qu'un distributeur, moi je cite celui-ci parce que c'est le seul aujourd'hui qui nous permet d'avoir des données brutes. Nous, en tant que chercheurs, après, pour pouvoir faire de la publication. Mais il en existe d'autres qui sont moins chers et qui, pour le terrain, sont très bien. Mais comme tu dis, pour faire tout ça, c'est ce que moi je leur dis, pour qu'ils puissent faire ce travail-là de neurotracker, de rééducation visio-motrice, etc., il faut que le schéma corporel et il faut que les appâts soient intégrés. C'est ça. Tout le travail encore une en fois, commun, si en fait. La séquence, elle n'est pas bonne au départ, tu es en train de renforcer quelque chose qui est en train de travailler déjà en compensation ou en adaptation d'autres systèmes qui ne fonctionnent pas. Donc, du coup, tu vas pas obtenir le résultat que tu voudrais obtenir. C'est exactement ça, ouais. Non, là-dessus, c'est clair que faut vraiment avoir un schéma d'intégration pour pouvoir le retravailler derrière, effectivement. Moi, j'ai une dernière question pour toi, David. Ouais. C'est par rapport à ce que tu disais sur... tu t'en doutes que je vais te poser cette question par rapport au médecin qui est plutôt vestibulo-oculaire, donc a priori que somesthésique. Mais somesthésique, bon, effectivement, il y a la vision, attention à ce qu'on dit. Mais alors, ma question, c'est pas dire il a raison ou il a tort, c'est s'il s'attache à ça, quelles sont ses interventions en fait derrière? Qu'est-ce qu'il fait quand il voit que c'est la sphère visuelle qui au Maddox n'est pas bonne? S'il a l'impression que c'est le vestibule qui déconne, quels sont ses tests? Est-ce que c'est le Romberg, d'autres tests? Et puis qu'est-ce qu'il fait derrière? Ça veut dire qu'il va rediriger vers un rééducateur kinévestibulaire, vers un ophtalmo, un orthoptiste? Globalement, c'est ce que je te disais au début. C'est pas pour. En gros, le médecin, j'ai vraiment l'impression qu'il me fait 100% confiance sur ce côté-là. Parce qu'on travaille, du coup, il est aussi médecin libéral à côté en ville et il m'envoie aussi pas mal de patients. Et au sein de mon cabinet, j'ai une orthoptiste qui fait des formations avec moi en posture aussi. Et donc, du coup, systématiquement, quand moi je découvre quelque chose, je lui en parle et j'ai le feu vert tout le temps pour renvoyer vers l'orthoptiste systématiquement. C'est-à-dire qu'après, on s'arrange entre nous. Après, au niveau vestibulaire, j'ai pas forcément, je retrouve pas forcément, voire quasiment jamais de troubles primaires au niveau vestibulaire chez les joueurs. Lui, je sais pas s'il les recherche. En tout cas, de par chez nous, on n'a que 2 kinés qui font de l'analyse vestibulaire et de la rééducation vestibulaire. Et je connais les deux et ils m'ont jamais dit qu'ils avaient reçu un joueur de l'ESTAC pour faire des suivis à ce niveau-là. Et même moi, j'ai jamais été au courant, quelqu'un l'a fait. Donc, globalement, ouais, le médecin, une fois que j'ai fini mon bilan et que je lui ai dit, je suspecte éventuellement un trouble à ce niveau-là, ça serait bien d'aller identifier ou approfondir. Il me dit banco, on y va et il redirige. Donc, si c'est des semelles, on met en place les semelles.
c'est rarement le cas, mais ça arrive. Limite, tu vois, j'ai presque envie de te dire que s'il y a un trouble identifié, imaginons que le joueur a un trouble identifié au niveau parasite plantaire et trouble de convergence oculaire, et qu'associé à ça, il y a une chaîne musculaire qui est déficiente avec 3 réflexes archaïques à travailler. Il va me dire, on va envoyer le joueur chez l'orthoptiste pour faire sa rééducation. Tu vas voir avec le préparateur physique pour faire des exercices spécifiques, ou avec le kiné pour qu'il puisse faire son intégration de réflexe archaïque. Et une fois que tout ça c'est fini, si le pied est toujours problématique, on va te remplacer les semelles. C'est-à-dire que dans l'intégration, de lui dire que ouais, mais le joueur, il a une information qui est pas bonne, qui lui vient de son pied, tu vas le mettre systématiquement debout dessus, ça va fausser le problème, ça marchera pas. On l'a fait une fois. On en avait parlé, Gauthier, une fois, quand on avait fait le séminaire à Lyon, à Annecy, avec Podox. On avait eu le cas d'un joueur qui avait un trouble oculaire, d'un gardien qui avait un trouble oculaire et qui prenait des buts systématiquement sur la même zone, qui avait une vraie bascule du bassin avec vraie inégalité de longueur qui avait identifié depuis son plus jeune âge et qui portait des semelles mais sans grande amélioration, et qui avait une IAP associée. Pendant 1 an et demi, j'ai proposé un traitement. Toujours, on m'a dit attends. C'est le gardien, c'est mort. On ne touche pas au gardien. Il joue, on gagne, il n'y a pas de souci, on ne touche pas. Et puis, on a eu un changement d'entraîneur. Le changement d'entraîneur, il me dit est-ce que tu peux me garantir que le joueur ne va pas se blesser si on met en place le truc, ou est-ce qu'il ne va pas être moins bon? Je lui ai dit ouais, vas-y, je mets mes 2 mains à couper, je te garantis que ce qu'on va mettre en place, ça ne perturbera pas sa performance. Grosse pression quand même, hein, parce que le gardien numéro 1. C'est un gros pari. Gros pari. Sauf que. T'aimes les défis, toi. Non, mais j'en avais discuté avec le joueur et c'était assez logique. En fait, il faut le faire, même si on est conscient qu'il y a un risque. Il faut le faire, puisque de toute façon, il y a que ce moyen pour enfoncer des portes. C'est ça. Et là, le médecin a dit bon, je te suis, je me porte garant pour le truc. Si ça marche pas, c'est moi qui prendrai les responsabilités. On a mis en place. Le joueur a été fortement amélioré entre guillemets dans ses sensations. Il a eu beaucoup moins de parasites au niveau de ses troubles. Il a eu une nette diminution de ses douleurs chroniques, lombalgiques et cervicalgiques. Et il a supporté des semelles alors qu'avant il les supportait pas, parce qu'on avait travaillé sur les 3 entités ensemble. Et puis en même temps ses performances se sont améliorées, donc on a eu tout bon sur ce côté-là. Mais ça a été très compliqué. Je veux dire, 1 an et demi pour arriver à toucher un joueur pour mettre en place quelque chose, c'est super compliqué. Quand tu sais que les staffs ils évoluent tous les ans ou tous les 2 ans. C'est là où c'est une méconnaissance de leur part, parce que on sait, voilà, pour nous l'organe de l'équilibre c'est le vestibule. En fait, on dit que c'est l'organe de l'équilibre parce que quand lui il dysfonctionne, il fout tellement le bazar qu'on s'est dit que c'était l'organe de l'équilibre. Mais quand on regarde les connaissances fondamentales qui datent pas d'hier, et qui datent depuis plusieurs dizaines d'années, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. Et les études d'Arnaud Foisy, je trouve, au CNRS, au groupe IRIS, sont magnifiques pour bien remettre les choses dans l'ordre, dans le bon sens entre le pied et l'œil. Et donc, il y a aujourd'hui des orthoptistes, des ophtalmos qui ont conscience de ces travaux de notre confrère et qui testent déjà leur sujet debout et qui ont une sensibilité par rapport aux plateformes de force aussi. Donc, ça va changer. Ça va changer. Il faut du temps, mais ça va changer. Je finis un petit coup vite fait. Allez. Juste pour un petit peu la mise en application des préférences motrices, je fais du très très vite. Donc comme je disais, intégration en première intention du bilan de motricité préférentielle dans tout type de mise en place de traitement par la suite. Toujours avec donc dans l'analyse posturale et dans les traitements. Donc toujours aussi avec sur les semelles orthopédiques. Alors moi, au niveau des préférences motrices, avec les semelles orthopédiques, je travaille assez rarement sur le côté terrien et aérien. Alors, est-ce que c'est une erreur de ma part ou pas? Je sais pas, mais comme je disais, le joueur évolue quand même beaucoup. Je préfère axer mon traitement sur quelque chose qui n'évolue pas, les immuables de la motricité, comme on les appelle. Pour moi, le plus simple, c'est de travailler quand même sur le côté horizontal et vertical. Pour en avoir parlé avec différents spécialistes en motricité préférentielle ou en motricité naturelle, comme avec Cyril chez Volodalen,
ou avec Damien auprès d'Axel Conseil, monsieur Damien Della Santa, même lui me dit que, comme on dit en off, JP, la préparation à l'action, c'est merde, je perds mon mot. Enfin, tout ce qui va préparer l'action du joueur va être conditionné par sa perception. Et la perception, c'est beaucoup en lien avec le côté horizontal-vertical, c'est-à-dire comment il va lui s'organiser pour pouvoir agir par rapport à comment le ballon va arriver ou comment le jeu indique, et pour pouvoir se positionner pour que sa motricité soit plus efficace. Et c'est vrai que assez régulièrement, je mets en place sur mes semaines orthopédiques, quand il y a besoin, des petits éléments sur ce point-là. Après, au niveau de la préparation physique, le préparateur est assez intéressé par le côté préférence motrice. Donc, on travaille un petit peu ensemble, c'est-à-dire que il a avec lui les profils qui ont été identifiés chez les joueurs. Donc, principalement le profil 1 et le profil 3, sur le profil de grande boucle et le profil de petite boucle. Les profils de transition, enfin, moi perso, je sais pas comment les utiliser avec lui, donc je lui donne pas spécialement. S'il a envie de les savoir et qu'il se spécialise, ben, il me demandera par la suite ou il les testera, je sais pas, mais en attendant, pour l'instant, il les utilise pas plus que ça. Et lui, il met en place des exercices spécifiques dans le programme de préparation, donc aussi bien sur la pré-saison, pour planifier, arriver sur la motricité préférentielle du joueur, que sur des ateliers supplémentaires pendant la saison. C'est-à-dire qu'un joueur qui n'arrive pas à passer le step supplémentaire au niveau de sa préparation physique, ou qui est lassé par les exercices que tout le monde fait, bah, il va lui mettre en place à lui ou par petits groupes de petits exercices qui sont en lien juste avec leur motricité pour qu'ils travaillent vraiment sur ce biais-là. Et puis toujours pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux blessés. Quasi systématiquement, quand il y a un joueur qui est blessé, pas quasi systématiquement, parce que ça serait mentir, ça serait dans l'idéal, mais assez régulièrement, quand il y a un joueur qui est blessé et que j'ai la chance de le voir le vendredi, je lui refais 2-3 tests pour voir s'il n'a pas bougé ou s'il n'est pas en train de se fourvoyer dans une motricité qui ne sera pas celle qu'il aime, quoi. Et puis, alors après, la séance spécifique avec les gardiens, ça c'est quelque chose qui a été demandé cette année. On a un nouvel entraîneur des gardiens qui souhaite se former préférence motrice, que tu as failli avoir, Gauthier, puisqu'il m'a dit qu'il s'était inscrit au séminaire Volo, mais qui avait été repoussé récemment. Mais voilà, il veut qu'on travaille ensemble. Alors là, c'est là que c'est intéressant, parce que moi, j'y connais rien. Et lui, il connaît rien en préférence, et on essaie de mettre en place des choses. Donc, si tu veux, je solliciterai ton aide aussi, Gauthier, pour tout ça. Avec plaisir, justement, on va en discuter un petit peu juste après de cette approche-là qui est un petit peu particulière, notamment. Tu vois, on fait les transitions et tout, on est presque des professionnels. Et enfin, la dernière sphère, c'est quelque chose qu'on met pas du tout en place, mais que moi j'aimerais arriver à mettre en place, c'est-à-dire travailler avec au niveau technique, mais au lieu de travailler qu'avec les gardiens, travailler aussi avec les attaquants, parce que les deux zones de vérité, ça reste quand même la zone les deux surfaces de réparation. Donc, travailler avec les défenseurs, je pense que ça va être le plus compliqué parce qu'ils ont tellement de tactiques à se prendre en considération que voilà, ils font pas trop de technique. Par contre, travailler l'approche du ballon, le positionnement, la zone préférentielle, tout ce qu'on pourra faire avec les attaquants, ça pourrait être intéressant. Et puis éventuellement travailler avec des groupes d'associations de joueurs, c'est-à-dire voilà, dire, moi ce que j'avais bien aimé, c'était identifier les zones à risque chez un joueur. La zone qui va être le plus difficile pour lui à couvrir ou à les faire. Et puis, quand tu additionnes les joueurs les uns à côté des autres, par exemple sur une défense, tu peux identifier une zone qui, en fin de compte, est l'association de deux zones à risque des deux défenseurs qui va être un espèce de point faible pour ta défense. Et essayer justement de mettre en place ça au niveau tactique ou cognitif auprès des joueurs qui fassent attention à ça, ou éventuellement faire en sorte de justement faire les bonnes associations pour qu'il y ait le moins de zones à risque possible. Et puis après, côté au niveau mental, savoir comment et quoi dire aux joueurs, soit tant d'un point de vue individuel que collectif. Toujours avec un seul et unique objectif, parce que ça, je l'ai bien compris, ça restera toujours le terrain. Et l'objectif, ça sera toujours d'essayer, moi, en tant que thérapeute, de faire en sorte d'apporter un maximum d'équilibre à mes joueurs pour qu'ils soient le plus fonctionnels possible, pour être le plus efficace et le plus souvent disponible sur le terrain. Voilà. En gros, c'est comme ça que j'imagine mon job au sein d'un club professionnel et c'est comme ça que j'aspire
à travailler par la suite si on m'en donne les possibilités Je te le souhaite. l'avenir proche. De très belles perspectives, effectivement. Ah, c'est vraiment des super choses à mettre en place, en tout cas. Même au niveau tactique, quand on commence à mettre le nez dedans, c'est super intéressant, hein, quand on observe un petit peu un exemple tout concret, hein. La France championne du monde qui a fait énormément de débats par rapport à la mise en place de certains ou certains joueurs. Je pense que il y a un grand tacticien à la tête de cette équipe et qui prend en compte tous les paramètres et pas que les paramètres techniques du joueur qui est sélectionné. Il y a le côté émotionnel, il y a le côté comportemental, il y a le côté équilibre de son équipe. Et quand on regarde un petit peu les modifications qu'il a apportées par rapport à la mise en place de certains joueurs, on peut vraiment prétendre à, pourquoi pas appeler ça, je sais pas, à vous de me dire, mais la préférence motrice d'une équipe complète. Collective. Parce que c'est la préférence motrice collective. Je sais que j'ai eu la chance d'avoir dans notre labo une intervention de Grégory Dupont, qui était le responsable préparateur physique de l'équipe de France et qui a été maintenant pris par Zidane au Real Madrid. Donc c'est dire si son travail a été vu. Mais c'est un gars qui a un doctorat, qui a travaillé avec l'université à Liverpool. Et c'est un gars qui justement a créé maintenant un laboratoire performance, Fédération française de foot, et qui veut justement développer tous ces champs, c'est-à-dire essayer de marier un petit peu tous les champs. Il nous l'a dit, hein, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'ils ont créé une collaboration avec notre laboratoire, qui est un laboratoire pluridisciplinaire, qui va sur la psychologie, qui va sur le cognitif, qui va sur les neurosciences et qui va sur la biomécanique dans son ensemble. Donc effectivement, aujourd'hui, je l'ai dit dans la partie 1, si on regarde qu'un champ de recherche, c'est pas possible, on n'arrivera pas à être performant à long terme. Ah, c'est vraiment ce qu'il faut voir, c'est cette capacité à travailler sur du pluridisciplinaire, sur des facteurs vraiment qui arrivent à de plein d'horizons, et c'est ce qui fait vraiment la complémentarité. Et voilà aussi pourquoi pas notre job à jouer là-dedans. Impec, messieurs, merci Dave pour cette superbe expérience. Elle est vraiment, c'est vraiment au top. Vraiment, c'était vraiment du lourd. On passe à une petite dernière partie. Alors, une dernière partie, c'était pour vraiment refaire référence aussi au thème qu'on avait évoqué au départ, qui n'apparaît pas en bas du titre évidemment, mais on rectifiera tout ça. Mais en tout cas, c'était pour revenir un petit peu sur, là on a vu ce qui se passait dans le monde professionnel, on a vu ce qui se passait globalement au niveau de l'aspect scientifique du terme, comme quoi on a vraiment aussi notre part à jouer là-dedans. On va essayer d'aller mettre un petit peu aussi le nez dans l'aspect purement pratique, notamment aussi sur le football en devenir, sur nos jeunes, parce qu'on a aussi beaucoup de questions à ce niveau-là qu'on peut retrouver en cabinet. Beaucoup d'éléments de considération, la prise, la part des médecins là-dedans et ce qu'ils préconisent, alors qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu le monde du sport, on s'aperçoit de pas mal d'autres choses. On va revenir un petit peu là-dessus. Alors, on va refaire un petit peu. Tac, on va se remettre comme ça pour que vous voyez mieux. C'est bon, on a la bonne slide. C'est tout bon, on est au top, mon Dave. Tac, je vais juste changer. Voilà. Donc en fait, là-dessus, producteur, on va monter une agence derrière de prod, ça va être énorme, avec Clément Potier à ta tête. Là, ce que je voulais vous montrer un petit peu par rapport à ça va reprendre un petit peu ce que vous avez dit les gars sur ta présentation Dave, sur toi aussi JP, tout ce que tu nous avais raconté. Aujourd'hui, on regarde que chez les jeunes, comme je l'avais commencé à l'évoquer la dernière fois, là, vous avez les courbes sur les yeux. J'ai mis 2 courbes. La première, en fait, c'est une courbe de AR72 pour montrer qu'en fait, tout simplement, la croissance, c'est une période très délicate, mais qu'on peut aborder également en préparation physique et qui est ultra importante. Et je vais vous montrer après que c'est une période qu'il faut surtout pas rater. En fait, c'est le siège d'un énorme turnover au niveau osseux, au niveau musculaire, ligamentaire, ostéo-articulaire. Tout ce monde-là, en fait, a d'énormes répercussions. Aussi bien aussi au niveau hormonal qui est relié à tout ça.
et tout ce qui va avec aussi au niveau des facteurs nerveux. Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'en fait, on voit que grosso modo sur la première courbe, on a une pente au niveau de la vitesse de croissance qui est grosso modo un petit peu descendante. Si on regarde en général ce qui se passe, on a une vitesse de croissance qui a tendance à descendre à partir de la naissance jusqu'à globalement la puberté. Et ensuite derrière, comme vous le savez tous, à partir d'un moment, globalement, on ne grandit plus. On s'aperçoit aussi qu'on a quasiment la même courbe de trajectoire au niveau entre la petite différence entre les garçons et les filles. Mais il y a un petit delta. JP, t'en parlais la dernière fois qu'en fait, suivant des études qui ont été faites, notamment sur le ligament croisé, on a un petit delta qui apparaît entre les garçons et les filles. C'est normal, tout simplement. Et oui, mesdames, on va vous rendre ça un petit peu. Il y a une différence de maturité d'environ 2 ans qui apparaît et on le revoit un petit peu sur ce petit delta. On voit qu'il y a notamment 2 pics qui apparaissent où en fait, on a le premier pic, c'est un pic de croissance chez les filles. Et le deuxième pic, c'est ni plus ni moins que le pic de croissance chez les garçons. Et ça, au niveau des pathologies, notamment dans le foot, on va vraiment les retrouver, et même dans les pathologies globalement sportives. On a un pic de croissance qui apparaît à peu près environ autour des 10 ans. On a une moyenne à peu près, c'est une moyenne, on est d'accord, mais de 10,7 ans pour les filles, alors qu'on a un pic de croissance qui apparaît un tout petit peu plus tard pour les garçons, aux alentours de 12 ans. Et là, vous verrez que globalement, c'est pareil, une moyenne de 12,1 ans. C'est pour ça qu'après, quand vous voyez en cabinet, on a beaucoup de joueurs qui sont dans des catégories entre les fin U11 et début U15 qui ont d'énormes pathologies parce qu'en fait, on a vraiment ces pics de croissance qui apparaissent à ce niveau-là. Après, plus ou moins en fonction des facteurs de risque, on va avoir plutôt dans un premier temps la pathologie de Sever et plutôt dans un deuxième temps ensuite la maladie de Loos-Guttschletter au niveau du genou. Donc c'est énorme, c'est très important de prendre en considération ces vitesses de croissance, surtout dans cette période-là, parce qu'on aurait tendance à dire, en fait, il faut vraiment se mettre au repos. Vous verrez qu'après, dans la littérature scientifique, on va voir que tout porte à l'inverse. Si on fait un focus un petit peu sur cette notion de pic de croissance, pourquoi c'est important? Je vous ai mis deux petites études là, surtout la première de Karen and Bailey en 74, repris derrière aussi par Kemper et Verschure en 85, qui nous montre qu'en fait c'est vraiment la période à ne pas rater. Pourquoi? Parce que c'est là en fait on s'est aperçu au niveau scientifique que c'est là où on prend le plus en force. La croissance de force est exponentielle vraiment pendant cette période-là. C'est normal, on a un énorme remaniement osseux. Si on ne permet pas à notre système musculaire de faire la même chose, en fait, on perd au niveau du système musculaire. Et on peut très bien allier les deux, c'est-à-dire du renforcement musculaire avec de la croissance osseuse sans engendrer de problèmes osseux. Donc voilà, donc ça, ces deux petites études, elles relatent vraiment le fait que ce sont vraiment des périodes à ne pas rater au niveau renforcement musculaire et surtout que ça n'engendre rien au niveau pathologie. Toujours adapté bien sûr au niveau des forces et surtout au niveau des mouvements exécutés. JP t'en parlait notamment la dernière fois et pour moi c'est une énorme notion et qui est super importante, des facteurs de coordination, d'apprendre correctement le mouvement pour éviter d'avoir un risque pathologique derrière. Donc c'est sûr qu'avant de mettre de la charge, d'abord on apprend à exécuter un mouvement correctement, on apprend à le faire au poids de corps, on apprend à le faire dans des mobilités maximale inter-individu, bien sûr, en fonction de la personne. On peut faire intégrer, comme l'a dit David aussi, des préférences motrices pour éviter d'engendrer des pathologies derrière. Mais avant de pouvoir mettre de la charge, il faut d'abord apprendre à faire le mouvement correctement. Petite courbe la deuxième courbe que vous voyez ici apparaître à l'écran, c'est une courbe qui est hyper importante. Je rebondis aussi également sur les préventions de blessures dont JP avait parlé la dernière fois, notamment au niveau des croisés. C'est qu'en fait, on voit c'est l'évolution de la force au fil du temps et au fil des âges. Dans un premier temps, on voit que globalement, l'évolution de la force entre les garçons et les filles est assez symétrique. Et en fait, au bout d'un certain temps, donc on a les deux pics de croissance qui sont mis en place, en rose et en bleu. Et ensuite, un petit peu après 12 ans, et là, c'est la même chose quasiment pour les filles et les garçons, on voit que justement, c'est là qu'il y a les garçons qui prennent énormément plus de force que les filles. Effectivement, pas mal d'études ont démontré que
Donc c'est à partir de 14 ans globalement, on retrouve un peu dans la littérature scientifique. Mais globalement, il y a pas mal d'études qui montrent que globalement, jusqu'à cette divergence, les filles sont quasiment plus fortes que les garçons en termes de force musculaire. Donc c'est pour ça qu'après, qu'est-ce qui va s'exprimer? À partir de 14 ans, il y a tous les facteurs hormonaux qui vont se mettre en place. Et c'est là où c'est vraiment aussi des facteurs à prendre en considération dans le renforcement musculaire de nos jeunes, parce que ces facteurs hormonaux justement vont provoquer justement une prise de force beaucoup plus importante, notamment chez les garçons et chez les filles, mais pas avant cet âge-là. Comme quoi, on peut entraîner aussi bien des garçons que des filles et il n'y aura pas de risque pathologique par rapport à cela. On en retrouve toujours, bien sûr, évidemment, dans cette évolution, entre la ligne rose et la ligne bleue, le facteur de maturité entre les garçons et les filles d'environ 2 ans qu'on avait évoqué tout à l'heure. Petite étude, donc ça c'était pour l'évolution de la force des filles par rapport aux garçons. Ensuite, j'avais mis un petit peu l'évolution de la force, une étude qui relate un petit peu l'évolution de la force entre les enfants et les adultes. Qu'est-ce qu'on aurait tendance à dire? On aurait tendance à dire que un adulte formé, bien constitué, qui fait son renforcement musculaire, il aurait tendance à prendre beaucoup plus de force musculaire qu'un enfant. Et en fait, on s'est aperçu dans la littérature que globalement, ça s'équivaut. Ça s'équivaut pourquoi? Parce qu'en fait, on parle d'une notion de force, d'une quantification de force. On ne parle pas de la quantification de force dans sa globalité. Je m'explique. Quand on parle de force, on parle de facteurs nerveux, on parle de facteurs structuraux et on parle de facteurs apport nutritif, on va parler de la masse. Et en fait, on s'est aperçu qu'entre des jeunes garçons et des adultes, il y avait autant de prise de force musculaire, j'ai bien dit de force musculaire, qu'on soit jeune ou adulte. Donc comme quoi, on peut même réathlétiser des enfants correctement. Encore une fois, je reviens sur la notion de position et la coordination du mouvement. Qu'est-ce que c'est qu'en fait cette force qu'on va quantifier notamment chez les jeunes? On va parler notamment, il y a une étude de Ramsey en 1996 qui relate notamment ce qu'on appelle la force évoquée. La force évoquée, je l'avais dit un petit peu la dernière fois, vous avez dû sûrement m'entendre par rapport à ça, c'est la force mesurée obtenue quand on fait une secousse d'une stimulation avant et on fait la même chose, une stimulation électrique et on quantifie la force après entraînement. Et on s'aperçoit qu'en fait, après l'entraînement, on a une force évoquée qui est bien plus importante qu'avant l'entraînement. Pourquoi? La réponse, en fait, c'est vraiment, cette réponse, elle est musculaire pure. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le muscle, ce sont des facteurs nerveux par les unités motrices, ce sont des facteurs structuraux au niveau de la fibre musculaire, et ce sont aussi des facteurs annexes, les apports nutritifs, l'apport sanguin, choses comme ça. Là, on va parler de masse. On s'est aperçu notamment que chez les jeunes, en fait, on prenait notamment beaucoup plus d'unités motrices, on prenait beaucoup plus donc de facteurs nerveux, on prenait également beaucoup plus de facteurs structuraux, d'accord, donc beaucoup plus de création de fibres musculaires, de ponts musculaires, d'actine, myosine, mais par contre, on ne prend pas en masse musculaire. On prendra en masse musculaire qu'à partir de globalement, c'est une fois que les facteurs hormonaux se seront mis en place, là on va avoir un petit peu des garçons qui vont commencer à s'étoffer un petit peu plus en largeur et prendre un peu plus en masse musculaire, alors que dans un premier temps ils prennent vraiment en longueur, mais par contre ils prennent en longueur, mais ils arrivent à renforcer leur structure anatomique. Et ça c'est super important, et c'est pour ça que chez les jeunes, il faut surtout pas passer à côté. J'avais noté donc notamment avec quelques d'autres études qui relatent ça, Osmoon en 94 et notamment Wentman en 86. Donc ça, vous avez vu que ce sont globalement des vieilles études, hein, notamment, et pourtant on entend encore les médecins qui veulent arrêter les jeunes et qui veulent les mettre au repos. Ce qui est hyper important aussi, la dernière étude pour finir là-dessus, c'est que évidemment ça a été démontré en 2010, donc c'est quand même je trouve que c'est quand même assez récent. Il y a quand même une réversibilité des gains, c'est-à-dire que si on arrête d'entraîner nos garçons, en fait, on s'aperçoit que ces facteurs musculaires et le nombre d'unités motrices créées, en fait, ils vont diminuer dans le temps. D'où l'intérêt de continuer à entraîner nos jeunes pour qu'on puisse renforcer leur structure anatomique. Voilà un petit peu globalement comment ça se passe chez les jeunes et comment ça se passe globalement ce qu'on fait nous en préparation physique chez les jeunes. C'est pour ça que chez nos jeunes, on va vraiment avoir comme rôle de travailler sur l'aspect de la mobilité,
sur l'aspect du renforcement musculaire pur et on va travailler avec des charges adaptées, bien sûr, mais on va pas passer à côté de ce renforcement musculaire parce que c'est là qu'on va créer des pathologies. Si tu veux bien passer à la slide suivante, Dave. Yep. Là, vous allez voir que je vous ai mis quelques questions justement qu'on a relatées tout à l'heure. Les grandes questions du moment, c'est suite à ça, on voit, vous allez recevoir en cabinet des parents qui vont être un petit peu frileux et qui vont dire, bah voilà, mon enfant, il a arrêté depuis je sais pas combien de temps à cause du sport. Et ben en fait, on s'est aperçu en 2015 que plus on allait, donc c'est une étude qui a été surtout faite sur les pathologies du genou au niveau de l'os-Buchleiter notamment, que le retour à la compétition, il allait être plus rapide si on faisait un retour fonctionnel. Et ça, c'est hyper important. Retour fonctionnel, ça veut dire qu'ils avaient mis pour certains des décharges complètes, béquillage, choses comme ça, et l'arrêt de sport total. En fait, on s'est aperçu que le retour fonctionnel avec un aspect qui est hyper important dans cette étude pour moi, c'est l'éducation de l'enfant, mais aussi l'éducation des parents. Être capable de rassurer les parents, mais il faut que ce soit bien drivé. Et l'éducation de l'enfant, on en parlait ensemble, les gars, sur l'échelle EVA, de la quantification de la douleur. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qui va permettre un return to play qui sera beaucoup plus rapide. Si on permet à l'enfant de garder sa notion d'entraînement, j'y reviendrai après derrière, parce que c'est la question d'après. Si on permet à l'enfant de garder sa fréquence d'entraînement, mais qu'on l'adapte par rapport à sa notion de douleur, on s'aperçoit qu'on a un return to play qui sera beaucoup plus court. Petite anecdote là-dessus, on a mis en place avec des entraîneurs avec qui je travaille, donc des entraîneurs cette fois, moi je suis préparateur, je suis des gardiens de but et je suis également entraîneur de foot. On a mis ça en place notamment dans plusieurs clubs avec qui je travaille. On s'est aperçu qu'il y avait un autre facteur qui était important, c'est le facteur émotionnel de l'enfant. Plus vous allez permettre à l'enfant de continuer à aller au foot, mais vous lui donnez des limites et vous quantifier ses limites avec l'entraîneur, avec les parents, puis on va avoir un retour to play qui sera de qualité parce qu'en fait, on va pas avoir un enfant qui va aller voir ses copains jouer pendant X ou Y temps d'arrêt et du coup qui va plonger, non serait-ce qu'au niveau technique, en termes de performance, il va plonger et il va plonger en niveau émotionnel parce qu'en fait, il va voir déjà les autres jouer et quand il va reprendre, et ben en fait, il aura un niveau technique, on parlait de la réversibilité des gains tout à l'heure, il aura un niveau technique également qui va diminuer. Donc ça, on a mis ça en place et avec notamment pas mal d'entraîneurs, Benoît Baudreau pour pas le citer, parce qu'il me l'a demandé, cette anecdote. Mais en tout cas, on a mis ça en place et on s'est aperçu qu'on avait un return to play qui était bien plus efficace et beaucoup moins de joueurs blessés grâce un petit peu à cette échelle EVA de la douleur qu'on peut quantifier. Pour étayer ça, justement, on parlait, est-ce que l'arrêt du foot, c'est optimal et est-ce que c'est obligatoire? Et ben en fait, la petite étude là, elle est assez récente, comme vous pouvez le voir. On peut en relever deux conclusions de cette étude, c'est que déjà, le terrain, il n'a aucune incidence. Que ce soit le sexe, le poids, le terrain, tout ça, ça n'a aucune incidence sur un return to play et sur le fait de créer plus ou moins de douleur. Donc comme quoi, cette étude a été faite non pas que chez des footballeurs, mais des basketteurs, des volleyeurs. Notamment sur des terrains qui sont complètement différents. Là où je suis d'accord avec tout le monde, effectivement, c'est d'éviter le geste qui va poser problème. Ça, oui, c'est normal. D'où l'analyse du geste dont on parlait tout à l'heure avec David. L'analyse du geste, elle est primordiale. L'analyse du geste technique qui pose la douleur, d'où l'importance de connaître le geste technique. L'analyse du geste qui provoque la douleur doit être identifiée pour pouvoir être diminuée. Mais globalement, un enfant qui s'entraîne 3 fois par semaine et qui a l'habitude de s'entraîner 3 fois par semaine et qui s'entraîne depuis quelques temps, depuis 3-4 mois comme ça, et depuis 2 semaines, il se plaint d'une douleur, et ben en fait, on peut pas dire que globalement, ce soit le foot proprement dit qui lui provoque ça. L'étude a été faite aussi en comparatif d'enfants qui sont moins âgés et puis surtout d'enfants qui vont s'entraîner 1 fois par semaine et qui ont une compétition par semaine. Et en fait, on s'est aperçu que le nombre de pathologies allait augmenter chez des enfants qui s'entraînent qu'une seule fois par semaine et qui vont avoir qu'une seule compétition. Certains vont parler, pour ne pas les citer, mais vont parler de la quantification, notamment du stress mécanique. Et ben en fait, c'est ça. Un enfant qui a l'habitude de s'entraîner correctement 3 fois par semaine, dixit un enfant qui s'entraîne qu'une fois énormément par semaine et qui joue le week-end,
bah, celui-là, il a plus de risques de développer une pathologie de croissance. Voilà un petit peu ce qu'on retrouve un petit peu au niveau de la littérature scientifique. J'avais marqué aussi un petit peu hypermobilité du pied problématique. Là, c'est pour faire un petit clin d'œil à Clément et Fabienne sur les muscles intrinsèques du pied et cette masse musculaire, notamment sur l'abducteur de l'hallux. De cette étude, pareil, qui est assez récente, il en ressort qu'on aurait tendance à dire mon enfant a un pied plat, donc il va avoir une pathologie de Sever ou une pathologie de Schlechter. Mais en fait, de cette étude, on s'en aperçoit que c'était un comparatif entre une hypermobilité de pied et une certaine raideur. Le fait d'avoir une raideur ne déclenche pas plus de douleur et n'est pas plus problématique chez les jeunes. Par contre, on va retrouver dans la littérature, c'est pas hyper explicite là-dessus, mais on va retrouver un peu plus d'enfants qui auront plus de douleur dans le cadre d'une hypermobilité de pied et une masse musculaire intrinsèque du pied qui sera défaillante. C'est-à-dire des enfants qui s'entraînent peu et qui ont une hypermobilité de pied plus développée. Donc comme quoi, si on s'entraîne correctement, même si on a un enfant qui a une hypermobilité de pied importante, on parle de pied plat valgus, choses comme ça, et ben en fait, s'il a l'habitude de s'entraîner avec ça, et ben globalement, c'est pas parce qu'il a un pied plat purement dit comme ça qu'il va déclencher une douleur. C'est vraiment associé au système musculaire. Ensuite, donc ça, c'était des études pour étayer un petit peu ce que tu disais, JP, sur le renforcement musculaire chez les enfants. 2 études qui ont été faites notamment pour évaluer le risque de rupture de ligaments croisés. Donc une en 2010, une en 2012. Ce qui était important par rapport à ça, c'était il y avait un comparatif notamment avec pour la première de 2012 une diminution d'environ 75% des lésions du ligament croisé dans un groupe qui effectue des entraînements de force et des entraînements spécifiques de stabilité du genou. La deuxième, en fait, c'était chez des enfants notamment qui s'entraînent 3 fois par semaine. Donc on avait une diminution, plus on augmentait un petit peu le nombre d'entraînements, bien sûr bien effectués. On augmentait le rythme d'entraînement, mais pas l'intensité des entraînements. On s'apercevait que du coup il y avait une diminution du nombre de blessures et une augmentation de la performance au sprint. Voilà un petit peu ce qu'on retrouve au niveau de la littérature scientifique là-dessus. Et le dernier point qu'on avait relaté là-dessus, c'était est-ce que l'entraînement justement par rapport à ça c'est efficace. Là notamment, je vous ai retrouvé une étude qu'on a observée à la gym chez des filles de 12 ans. Donc il y avait justement des filles qui étaient entraînées en renforcement musculaire et des filles qui s'entraînaient normalement. Et on s'apercevait que justement, et c'est là où c'est important, que chez ces filles qui s'entraînaient un petit peu plus au niveau avec des facteurs musculaires, avec des entraînements musculaires adaptés à ça, il y avait un nombre d'unités motrices qui augmentait par rapport aux filles qui s'entraînaient, qui faisaient juste leur entraînement normal. Donc il y avait une progression en force. Et du coup, le fait qu'il y ait une progression en force, on revient un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure, une augmentation de la force évoquée, ce qui permet beaucoup plus de stabilité au niveau des structures articulaires. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait retrouver au niveau des petites questions qu'on retrouvait un petit peu aujourd'hui en cabinet et qui remettaient en place un petit peu et qui intervenaient sur ce qu'on avait vu ensemble, notamment JP et ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Est-ce que pour toi, du coup, d'avoir toutes ces connaissances sur la physiologie humaine au niveau de la force, au niveau de la préparation physique, etc. Parce que nous, effectivement, en sciences, on parle de physiologie quand on est dans ton champ, dans ce champ-là, d'évaluation de la force, des profils force, vitesse, dont on parle beaucoup, par exemple à l'INSEP. À l'INSEP, c'est quelque chose qu'ils étudient énormément. Tu parlais de raideur, ils étudient énormément l'élastographie, parce que effectivement, chez nos jeunes, c'est le gros problème. C'est effectivement, est-ce que la raideur que l'on voit chez nos jeunes permet, c'est le principe même de la raideur, c'est que est-ce qu'elle permet au tissu de se déformer correctement, et donc les pathologies que tu évoques chez les jeunes footballeurs, qui sont pour moi en tous les cas la majorité de ce que j'ai entre leur entrée au centre de formation et on va dire 17 ans. Bien sûr, c'est ce qu'on a tous c'est ces pathologies de croissance. Et effectivement, chez les jeunes chez qui ça n'a pas été bien pris en compte, ou si effectivement, c'est ma conviction, hein,
si on voit que ils ont été trop enclins, parfois les médecins, à arrêter complètement, ou à pas avoir ces connaissances et pas avoir géré la remise en charge progressive, etc., on les retrouve après 15 ans à avoir d'autres problèmes au niveau du bassin, des spondylolyses. Moi, j'ai eu dernièrement des gamins de entre 15 et 17 ans avec des spondylolyses au niveau du bassin qui étaient faramineuses, qui entraînaient en plus des asymétries non seulement fonctionnelles au niveau de leur contrôle postural et moteur, mais aussi structurelles, parce que on parle de spondylolyse. Donc, on se retrouve avec des gamins qui ont des vraies inégalités de longueur de membres derrière. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment problématique. Et heureusement, effectivement, ces connaissances ont évolué. Tu l'as bien dit. On a retiré des préjugés sur notre façon de faire. Et puis, nous aussi, au niveau podologique pur, on se rend compte qu'il faut peut-être pas mettre des choses aussi qui immobilisent trop, qui amortissent trop, parce que ça permet pas un développement, un bon développement. Donc, il faut toujours essayer d'avoir un juste milieu dans notre plan d'appareillage aussi. Quand on voit ces gamins à partir de l'âge de 13 ans, de pas céder effectivement à ce contexte environnemental où les parents peut-être sont stressés parce que c'est un gamin qu'ils ont envie de voir réussir. Moi, j'ai beaucoup plus de mal avec les parents de jeunes footballeurs en devenir qu'avec les jeunes footballeurs en eux-mêmes. Hein. Ah, donc, c'est ça, surtout. D'autant plus quand les parents de ces jeunes footballeurs ont eux-mêmes été sportifs professionnels. C'est ça. Eux, je pense que ce sont peut-être même les plus durs à gérer. Parce qu'ils veulent absolument que leur fils arrive à la même niveau de performance et accède à la même carrière. Donc, sur ces pathologies de croissance, c'est vachement dur à gérer. Donc ça, c'est encore une fois, il faut qu'on ait ces connaissances. Il faut qu'on ait ces connaissances physiologiques pour pouvoir parler au kinésithérapeute pour lui dire que effectivement, il y a peut-être aussi des dimensions de contrôle postural et moteur que l'on peut solutionner. Parce que comme tu dis, effectivement, la surcharge d'entraînement n'explique pas tout, la fréquence d'entraînement n'explique pas tout. Donc c'est là où nous, on va amener cette dimension. Bah oui, mais regardez au niveau de sa marche, au niveau de son contrôle postural, il y a une asymétrie qui est trop importante. Donc c'est pas étonnant que ça arrive de ce côté-là et pas sur l'autre, etc., etc. Donc il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai vu une étude là tout dernièrement sur les coordinations, parce que tu parlais de coordination, où on recherchait qu'est-ce qui nous permettait de différencier quel était le membre dominant et le membre non dominant dans des coordinations unipodales. Donc on demandait à des gens de se mettre sur une jambe, de faire des flexions de genoux, flexions de bassin, et de voir entre la jambe dominante et la jambe non dominante, qu'est-ce qui permettait de voir s'il y avait une asymétrie de fonction. Si on appliquait sur cette personne des dynamomètres, des évaluations de la force, on voyait rien. Alors je rentrerai pas dans le protocole en lui-même, mais si on allait sur des analyses en composantes principales pour voir si c'était plutôt l'aspect, on va dire, contrôle sensorimoteur, donc plutôt sur un aspect sensoriel, et là on détectait où était le membre non dominant et le membre dominant. Donc c'est l'aspect sensoriel qui permettait déjà de voir qui était peut-être celui qui a été le plus surchargé entre les deux membres avant l'évaluation de la force. Et en fait, quand ces gamins, comme tu l'as dit sur tes courbes, présentent des asymétries de force, c'est parce que il s'est passé quelque chose avant. Et c'est parce que, effectivement, au niveau sensoriel, il y a eu des bugs. Ah, c'est exactement ça. C'est pour ça, en plus, je vous ai mis, j'avais rajouté un petit schéma qui, pour moi, est hyper important. Tu parlais de la coordination, c'est de la coordination de membres, mais aussi c'est de la coordination intermusculaire et intramusculaire. Je vous ai mis le schéma de Hill repris par Sharton. En fait, c'est quoi? C'est juste la composante active du système musculaire. Donc, on retrouve les facteurs nerveux avec les ponts d'actine et de myosine, mais on retrouve aussi les composantes élastiques. Et on va parler de deux composantes, l'élastique série, c'est-à-dire les structures passives, les aponevroses, choses comme ça, les aponevroses aussi autour du muscle avec les composantes élastiques parallèles. Et puis même, on va retrouver également les tendons là-dedans. Aujourd'hui, ce qui va toucher notamment sur ces pathologies de croissance, c'est surtout les adaptations musculo-tendineuses qui vont provoquer des excès de tension au niveau des excès de tension au niveau osseux, c'est des cartilages de croissance, c'est noyé d'ossification. Et en fait, là-dessus, ce qui va être hyper important, c'est comment ça se travaille.
Donc on en a parlé notamment avec David. David, tu me diras pas le contraire, mais globalement, on en reparlait un petit peu là-dessus sur l'importance aussi comment mettre en place les préférences motrices. Nous, dans tous les protocoles qu'on a mis en place, on s'est aperçu globalement, on le sait dans la littérature, que les étirements passifs, on va éviter de jeter un pavé dans la mare aujourd'hui, mais dans les étirements passifs, on peu d'intérêt sur les structures tendineuses. Ça, on le sait. Passif, étirement long, choses comme ça. Bien que le stretching fait à des moments précis, ça a un intérêt, ok. Mais ce qui va surtout être important, et là on a pu mettre un petit peu le point, c'est sur ces structures, ce qu'on appelle justement une notion de pliométrie. C'est vraiment donc là, il y a énormément de travaux, notamment par le centre Cometti qui travaille beaucoup là-dessus, entre autres. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment c'est ce qui permet de développer un maximum de force avec un maximum de mise en tension. C'est ce qui va permettre d'avoir une meilleure qualité de transfert musculo-tendineux. C'est ce qui va permettre de travailler sur un maximum sur même si c'est faible, mais sur cette composante élastique, c'est-à-dire cette composante tendineuse et des aponevroses intramusculaires et des structures élastiques dans la protéine musculaire pour les mettre en tension et éviter que ça tire et éviter, comme tu disais, JP tout à l'heure, les facteurs de raideur. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va vraiment jouer. Comme tu le disais tout à l'heure, David, aussi l'importance de l'analyse sur le terrain qui va être pour nous hyper importante. C'est vraiment des choses qu'on a mis en place directement sur le terrain pour travailler sur les aspects purement préventifs par rapport à ça. De la coordination de mouvement, mais c'est pas que de la coordination de mouvement, c'est aussi de la coordination, comme je le disais tout à l'heure, inter et surtout intramusculaire, et ce qui va permettre aussi une diminution notamment des réflexes myotatiques, ce qui va complètement diminuer un petit peu des facteurs de protection pour éviter, comme on l'a vu aussi, on en parlait en off JP, mais notamment sur les ruptures de croisés par exemple. Un réflexe myotatique qui se met en place, ça bloque tout, clac, le genou il part. Notamment avec les adaptations aussi par rapport au terrain. J'y reviendrai juste après. L'adaptation chaussure-terrain qui va créer ça. D'où l'importance de faire tout ce travail-là directement sur le terrain et sur la surface appliquée, quoi. Donc voilà un petit peu, nous, notre rôle, c'est vraiment de jouer là-dessus et d'avoir des connaissances là-dessus pour éviter justement qu'on perde nos joueurs et qu'on puisse travailler un maximum en prévention. Dans une saison, on a créé pas mal de protocoles en place justement pour éviter d'avoir un maximum de pertes au fur et à mesure de la saison. Pour avoir discuté avec d'autres coachs, à un moment donné, ils avaient sur des enfants qui potentiellement pouvaient jouer dans un groupe qui pouvait jouer en jeune, en championnat national. Quand tu te retrouves à avoir 50% de ton effectif qui est blessé, avec des notions de compétition sur un championnat national, ça commence à être compliqué. Donc on a mis pas mal de protocoles en place pour éviter justement, et on s'est aperçu que de 50% d'effectifs, on n'avait plus que globalement à la fin que 10% de l'effectif qui pouvait être blessé sur les mêmes pathologies. Nous, on a quand même un gain qui est assez énorme. On n'a pas d'études, on n'a pas refait d'études par rapport à ça, mais là, c'est purement des données de terrain qu'on a pu mettre en place, quoi. Et ça, depuis qu'on travaille de la sorte, accompagné d'échelles d'évaluation de la douleur, on s'est aperçu qu'on arrive à diminuer un maximum de pathologies et qu'on arrive à développer un maximum de coordination au niveau gestuel et gestuel technique en prévention des blessures. Pour terminer un petit peu là-dessus et enchaîner un petit peu, là, je vous ai mis globalement deux études pour aller un petit peu toujours dans ce sens et l'idée de travailler un petit peu sur cette notion de terrain. La première étude, en fait, c'est juste, on en a parlé la dernière fois avec JP, c'est l'interférence entre justement les crampons et le terrain. Donc cette interférence entre les crampons, donc plusieurs crampons ont été testés. Il y a des crampons ronds, des crampons à lamelles, des crampons vissés et ce qu'on appelle les artificial grass, c'est les crampons spécial faits pour terrain synthétique. On s'est aperçu, notamment par rapport à ce qui a été testé là, ce qu'il en relève de ça et toutes les études globalement qui ont été évoquées par rapport à tout ça, c'est l'interférence chaussure-terrain. Si on met notamment avec la raideur et le cramponnage, si on met des crampons vissés par exemple sur un terrain qui n'est pas adapté, qui n'est pas complètement gras, et ben en fait on va avoir une perte de la rotation.
Et dans cette étude-là, ce qui est relaté, on en parlait avec l'effet de la traction et de la rotation. Ce qui va créer beaucoup de problèmes, c'est pas l'effet de la traction, c'est juste l'effet de la rotation du pied dans le sol. Si vous mettez votre pied dans le sol et qu'en fait vous faites ce mouvement-là dans le terrain, si ce mouvement-là n'est pas permis, ça veut dire que globalement, si le pied ne peut pas le faire, c'est une autre articulation qui va prendre. Et c'est là qu'on parlait, à un moment donné, on soulevait le problème des crampons lamelles sur les terrains synthétiques. Notamment, ça a diminué le phénomène de rotation du pied, donc c'était le genou qui partait avec une rupture de croisée. Donc on avait soulevé le problème des crampons lamelles avec la prévention contre les ruptures de croisée. L'autre étude que je vous ai mis juste en dessous, en fait, on se rend compte vraiment que la conception de la chaussure avec l'interaction avec le terrain, il y a vraiment un rôle à jouer. Donc, il faut qu'on soit un petit peu au courant de ce qui se passe aussi là-dessus, parce qu'il y a vraiment une interférence entre chaussure et terrain. J'en parlais notamment et il y a une belle revue de littérature qui avait été notamment évoquée par toute l'équipe de Simon Barthold, avec qui à un moment donné on a eu la chance de travailler notamment dans le monde du trail. Il a fait une superbe revue de littérature et dans toutes ces revues de littérature, ce qui est en relevé de tout ça, c'était cette adhérence, en fait, cette interaction chaussure-terrain. Les crampons lamelles ont été testés via aussi des crampons ronds. Au niveau scientifique, on retrouve rien. Par contre, ce qui va être important, c'est pas les crampons lamelles, c'est les crampons mis en place à l'extérieur de la chaussure, avec quelques crampons au milieu, comme on pouvait voir, c'est dans la conception de la semelle extérieure. Les lamelles étaient positionnées à l'extérieur de la chaussure par rapport aux crampons ronds qui sont placés sous des points d'appui. Les crampons ronds vous permettent cette rotation, les crampons lamelles, non, pas du tout. C'est pour ça qu'il y avait un raccourci qui avait été fait à ce niveau-là. Donc, il y a pas mal d'études, notamment là-dessus. Ensuite, il y avait eu donc voilà, pas mal de sites, notamment au niveau de la raideur de la chaussure, qui avait été fait aussi à niveau par rapport aux interactions musculaires. Plus on avait une chaussure qui était vraiment hyper rigide au niveau avec un mouvement de pied qui était bloqué, c'était justement dans le sens de l'augmentation du nombre de blessures. Puis dernière étude aussi qui avait été faite, assez ancienne, le fait de relever un petit peu, et ça, il y a eu pas mal de conceptions de chaussures qui sont allées dans ce sens. David, tu dois en connaître, ça se passe plutôt du côté de Marseille, mais c'est dans le full pro. Le fait de surélever un petit peu le talon de mettre ce qu'on appelle aussi dans le foot, de mettre un drop de 8 mm, c'était en faveur quand même de la diminution un petit peu du nombre de douleurs au niveau tendinopathie d'Achille. Voilà il y a des concepts de chaussures qui ont été évoqués là-dedans, bien que si on fait une analyse purement spécifique du foot actuel, on s'aperçoit que c'est un sport qui est vraiment caractérisé comme un sport explosif, intermittent, mais explosif. Donc du coup, en fait, la pose du talon sur un sport en explosivité, sur les schémas explosifs, en fait, on l'a très peu. Mais par contre, c'est vraiment dans ces courses lentes de récupération qu'on va pouvoir mettre au repos un petit peu notre chaîne postérieure et notamment toute la partie du triceps sural par rapport à ça. Et du coup, c'est là où on va avoir une belle importance. Ça peut jouer un rôle notamment avec ce petit drop qu'on peut trouver au niveau de la chaussure, de foot. Donc voilà un petit peu. Je t'en prie. Il y a eu des études qui ont validé cette chaussure, parce que je vois la chaussure de laquelle tu veux parler, on va taire le nom là, mais parce que moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai retrouvé et de ce que j'ai lu, c'est que cette chaussure a été mise en place effectivement dans le giron marseillais. Les joueurs qui ont été identifiés comme joueurs test à la chaussure sont des joueurs qu'on n'a pas revus sur les terrains, même avec la chaussure, sans parler de Diaby. Moi, j'ai eu la chaussure dans mes mains sur un joueur qui l'a testé. C'est intéressant, hein, la conception est très. Je suis pas là pour critiquer la chaussure parce que j'ai pas du tout les connaissances de la personne qui l'a fabriquée, mais je trouvais quand même assez réducteur l'idée de se dire, surtout qu'on va dans le sens un petit peu là, on est en train de parler un petit peu de la globalité et des schémas interindividuels. Là, ils sont partis sur un schéma uniforme et linéaire. On soulage le triceps sural en mettant un drop et donc du coup chez tous les joueurs on va diminuer les risques de blessure de la chaîne postérieure. Je trouvais que c'était très marketing et très réducteur. Maintenant
j'ai pas du tout les notions scientifiques d'études qui ont été faites à ce niveau-là. Je sais pas si ça a été validé ou pas. Je sais pas si effectivement il y a des retours positifs. Moi, j'ai pas à ma connaissance, j'ai pas de retour, quoi. Il parle d'une validation avec un laboratoire de biomécanique. Maintenant, c'est pas publié, certainement pour des raisons de propriété intellectuelle, etc. Mais je pense qu'à un moment, il faudra quand même y avoir accès, justement, pour pouvoir discuter de la validité. C'est-à-dire que quand on le voit bien, ça fait 50 ans que les chaussures sortent des concepts qui ne sont pas validés scientifiquement. Donc, c'est pas que c'est dans le foot, dans le running, partout. Maintenant, oui, je te rejoins parce que pour moi, en tous les cas, de ce que j'ai vu, le message, pour avoir entendu le concepteur en parler à la radio, pour avoir vu les écrits qui circulent là-dessus, c'est une vision qui est très mécaniste. Voilà. Qui se défend, mais comme tu le sais, pour moi, cette vision mécaniste, elle n'est pas valable pour tout le monde et elle ne suffit pas à réduire les blessures, en tous les cas, pour moi. Maintenant, c'est justement quand on aura accès à toutes ces étapes de validation de ces études en laboratoire biomécanique qu'on pourra discuter et qu'on pourra dire ça a été fait, comme tu dis, peut-être sur des sujets d'une certaine façon et d'une certaine conception, mais on ne pourra pas discuter avant. Moi, je suis pas réticent, je veux juste que le discours soit pas que mécaniste. C'est-à-dire que quand vous avez un médecin, la réalité elle est là. Le médecin, quand il vous dit il a mal au talon, il faut que tu lui fasses une talonnette, en fait, oui, il va aimer cette chaussure crampon parce qu'elle va dans son sens. Elle va dans le sens de cette vision mécaniste pure de dire je décharge le triceps sural. Alors que si tu l'entraînes, le triceps sural, tu t'apprends à le rééduquer et tu lui apprends à travailler sous contrainte. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses au niveau du contrôle postural. Si on voit quelqu'un qui est toujours en avant, on le sait par exemple sur le ligament croisé antérieur, je vous ai amené plein de choses hier, mais il y a par exemple une vision très mécanique pure, j'aime pas dire biomécanique, mais mécanique pure, qui dans le facteur du LCA, c'est l'inclinaison du tronc vers l'avant. Donc les rééducateurs, les kinésithérapeutes le savent très bien. Ils savent très bien que pour éviter cette tension au niveau du genou et ce valgus dynamique au niveau du genou, ils savent que dans leur rééducation, ils vont amener le footballeur à ne pas avoir cette antériorisation du tronc. Si nous, on dit aux médecins, ah oui, mais regardez, je vais mettre une talonnette sur quelqu'un qui est déjà, ne serait-ce que dans son contrôle postural de base, c'est déjà quelqu'un qui est en avant, qui est beaucoup trop en avant. Si je mets un drop, je suis persuadé que je vais arranger les choses. Ah, c'est clair. Ça, là-dessus, on est tous. Mais encore faut-il complètement tous détecter, comme tu dis, les personnes qui, à mon avis, effectivement, les personnes qui seraient à même de porter ces nouveaux crampons ou qui sont sensibles ou chez qui on va avoir une réussite en mettant un drop, en mettant quelque chose au niveau de l'arrière-pied, ça va être ces gens qui, justement, sont trop vers l'arrière. C'est ça. On est d'accord là-dessus, on en parle en préférence motrice, etc. Mais encore faut-il individualiser les gens au départ. Et encore une fois, c'est à mon avis le contrôle postural qui va nous permettre, et notre testing, notre examen clinique, qui va permettre aux médecins, aux kinés, de dire attention, on est devant deux sujets différents, qui ont peut-être fait effectivement un LCA pour des raisons différentes, qui sont peut-être en train de souffrir du triceps sural pour des raisons différentes, qui sont peut-être en train de faire des aponévropathies pour des raisons différentes. Voilà, quelqu'un qui fait une aponévropathie qui est toujours en intérieur, qui est toujours quelque part en train de fuir vers l'avant, je suis pas sûr qu'en mettant un drop, je vais l'aider. Non, c'est clair, au contraire, bien au contraire. Et là-dessus, c'est pour ça qu'en fait, ça doit être une pure complémentarité entre le travail de la chaussure et les bons conseils au niveau de la chaussure, un travail de rééduc qu'on peut nous tout simplement aussi avec le travail du pied dont Clément et Fabienne avaient parlé, qui est hyper important. Il y a beaucoup de travaux notamment faits par notamment toute l'équipe de Kelly, de François Fourcher. Donc ça, c'est hyper important et cette rééducation, elle doit être aussi optimale au lieu de nous mettre justement des talonnettes de partout. Et bien entendu que je citerai pas les noms, mais ces derniers temps, j'ai pu voir trois joueurs, je parle bien de 3 joueurs élites qui ont eu des ruptures de l'aponévrose. Et je vous assure qu'au début,
quand vous faites l'anamnèse avec eux, au début de leur histoire, ils ont tous commencé à mettre des semelles avec des drops de fou, avec des amortis de fou, avec des soutiens, mais j'ai vu les semelles. Et une rigidité de fou. Alors parfois avec une rigidité, plus ou moins, et ben ils sont quand même allés vers la rupture. C'est ça. Je ne dis pas que la semelle a été fautive. Mais je dis simplement que peut-être que j'aurais fait la même erreur déjà au départ, mais je pense que ce traitement-là, la preuve en est, n'est peut-être pas valable pour tout le monde et que alors, il y a peut-être d'autres facteurs. C'est évident qu'il y ait d'autres facteurs, mais en tous les cas, la semelle en tant que telle n'a pas fonctionné. Donc je vois pas pourquoi une chaussure avec des crampons qui prend ce système-là pour tout le monde aurait plus de chances de fonctionner. Non, c'est clair. Comme l'avantage de la chaussure minimaliste dans le monde du running. Exactement, c'est une problématique générale de tout le marketing de nos amis canadiens. Exact. Pour terminer un petit peu là-dessus, messieurs, j'avais relaté une petite étude, un petit comparatif qu'on avait évoqué ensemble sur. Donc j'ai tiré ces deux images de Cristiano Ronaldo en 2012. Pourquoi pour moi elles sont assez sympas. Je vais vous les mettre plutôt en plein écran. Tac. Pourquoi elles sont hyper sympas? Tout simplement, c'est parce que voilà. En fait, on retrouve un petit peu sur de la prise d'appui. C'était un comparatif entre le sprint de Cristiano Ronaldo et un sprinter espagnol. Ça avait été fait sur un terrain synthétique. Je vous ai pas mis on en avait beaucoup parlé ensemble, mais je vous ai pas mis l'étude au complet parce qu'en fait l'étude avait été faite sur un terrain synthétique. Cristiano Ronaldo chaussé en crampons comme d'habitude et le sprinter chaussé avec ses baskets de running comme à son habitude. Dans cette étude, il y avait eu deux effets, c'est-à-dire un sprint rectiligne et un sprint par changement de direction. C'était sur globalement une vingtaine de mètres avec plusieurs changements de direction à 45 degrés. Ce qui était hyper important, c'est notamment sur la prise d'appui. Donc sur le sprint rectiligne, Cristiano Ronaldo était plutôt en arrière par rapport au chrono du sprinter. Mais dès qu'on mettait un petit peu du multifactoriel et qu'on revenait un petit peu là-dessus, on retrouvait que Cristiano Ronaldo évidemment était devant quand on parlait de course à angle. D'où l'intérêt notamment d'avoir les crampons parce que il y avait de ça, qu'il y avait un gros biais parce qu'un cramponné, l'autre pas. Mais par contre, ce qui était hyper intéressant en fait, on analysait les sprinters, il avait une grosse foulée analytique et technique de sprint, alors que Cristiano Ronaldo, il avait un pur sprint de sa manière de faire à ce moment-là et avec toute l'explosivité qu'on lui connaissait du moins parce qu'elle a baissé un petit peu aujourd'hui, mais qu'on lui connaît. Ce qui était important c'est notamment sur ce changement de direction. Donc là, j'ai pris deux images, l'arrivée au piquet et là où il repart. En fait, sur l'importance du multi-appui, de l'adhérence au sol, qui sont un transfert par rapport à la chaîne stabilisatrice et tout ce qu'avait évoqué de manière scientifique JP tout à l'heure. En fait, on retrouve bien globalement l'alignement de la ligne d'épaule par rapport au bassin avec la jambe d'arrivée, la jambe de poussée à la fin. Il n'y a aucune perte d'équilibre, tout est sous contrôle. Parce qu'en fait, ce sont des mouvements qui sont très très bien intégrés au niveau des facteurs nerveux et au niveau là où il y a un énorme rebond avec les appâts dont on en parlait la dernière fois. Ce sont des appuis qui sont hyper connus par Cristiano Ronaldo et c'est là où en fait chez les footeux, on va étudier plutôt le premier appui qui va être hyper important plus que le sprint sur 20 ou 30 mètres. Donc là, c'était une image qui remettait un petit peu comme quoi on pouvait vraiment faire de la posturo et l'intérêt de faire de la posturo dans le milieu du sport actuel, même dans un sport comme le foot, qui est un sport multidirectionnel. Et c'est ça aussi, c'est là-dedans qu'on doit aussi un petit peu faire travailler nos jeunes pour éviter. Ça y est, ça coupe. On a dépassé le temps. Coupure, Gauthier. On a perdu Gauthier. Bon. Ah, ça y est. Tu m'entends, c'est bon? C'est bon, c'est revenu.
Bon, en tout cas, voilà. Donc là, j'avais un petit peu fini ce que je voulais évoquer avec vous. Tout simplement. Donc on peut passer à la slide suivante. Mon DAF, simplement, c'était pour remettre un petit peu nos capacités podologiques, posturales, et comme quoi on a plein d'outils aujourd'hui, plein de facteurs pour qu'on puisse aller dans ce monde du jeune vers la compétition et même dans le monde professionnel, comme on a pu voir avec l'expérience notamment de Dave. Et l'expérience JP nous l'a très très bien montré au niveau scientifique, qu'on avait pas mal de choses à faire et surtout encore à faire. Donc voilà un petit peu le but de cette petite table ouverte et présentation qu'on a voulu faire ensemble. Tac, je vous remets messieurs pour qu'on puisse conclure ensemble. Et puis merci à toi Gauthier, voilà. merci David pour ton retour d'expérience. J'espère qu'on va continuer à partager encore parce que c'est comme ça que ça marche. Et voilà, si j'avais un message global, c'est ça, c'est partageons entre nous. N'ayons pas peur de la concurrence. On a tout à gagner à parler, à partager et à avancer ensemble. Ça se fait dans les formations, ça se fait partout. En science, il faut pas oublier que la science, elle se nourrit d'abord d'hypothèses. Un scientifique pur, il n'est pas capable, sinon il fait que de l'observation. Et faire que de l'observation, ça marche pas. Et nous, en tant que cliniciens, on est super bons pour poser des hypothèses parce qu'on a notre expérience clinique. Et ce qu'on veut quand on va faire de la recherche, c'est dire, moi j'ai une petite hypothèse, c'est qu'à mon avis, ça marche, ou ça, est-ce que ça marche pas? Il faut être objectif. Le scientifique, il nous sert à redevenir objectif, il nous sert à redevenir neutre, dire, voilà, j'accepte de me mettre à l'épreuve. Et puis, dernier message, c'est vraiment, il faut qu'on s'intéresse à tout ce que font les autres, les kinés, les préparateurs physiques. C'est comme ça, je pense, qu'on peut s'imposer de plus en plus dans le milieu sportif professionnel. Plus on connaîtra ce que font les autres et plus ils connaîtront ce qu'on fait. Impec. Un grand merci messieurs à vous deux. C'était un pur bonheur de partager ça avec vous. En tout cas, pour nous, on vous retrouve globalement prochain live vendredi à 15h justement sur l'intérêt du renforcement musculaire en période confinée. Et notamment, on va parler des trailers et des coureurs à pied qui sont un peu bloqués parce que les courses ont été reportées. Donc ça, en live directement avec un préparateur physique qui travaille encore avec ses coachés actuellement, même en période de confinement, qui vous montrera un petit peu ce qu'il fait. Et, super intéressant. Mais en tout cas, les gars, c'était du pur bonheur de vous avoir. Merci à vous. Messieurs, bon courage à tous surtout. Merci à tout le monde d'avoir merci à tous. 2 fois 1h30. C'était exactement table ronde. Petite table ronde, mais en tout cas, c'était un grand kiff. Ouais. Allez, messieurs, merci à tous et à bientôt.